Bonsoir Christelle. Bonjour Tom. Alors nous sommes arrivés au site rep numéro 115, nous sommes le 17 novembre 2018 et sur le front, le bilan est pas extraordinaire, hein. Il y a eu une diminution du nombre de bombardements, mais en fait ils sont quand même toujours très élevés malgré tout et on peut difficilement s'en réjouir et sans compter que ça peut représenter une certaine accalmie avant une nouvelle explosion des bombardements et des attaques. Puis surtout le bilan de ces bombardements est quand même assez élevé cette semaine. Oui, en plus. Du 10 au 16 novembre, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 101 reprises, donc moins que la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 83 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là aussi on est moins que la semaine dernière. Si on rajoute les munitions de véhicules de combat d'infanterie, les lance-roquettes, les systèmes de défense anti-aérien, lance-grenades et armes légères, on arrive à un total de 633 munitions, donc là aussi en baisse. Il faut rajouter les 15 violations et 58 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures. À cause des bombardements cette semaine, donc j'en parlais, le bilan est quand même pas terrible puisqu'on a quand même eu une civile, une femme qui a été blessée, plus 4 soldats. Et on a eu un civil qui a été blessé aujourd'hui même, quelques heures avant le site rep, à Trudovski, donc dans la banlieue de Donetsk. On a eu 3 habitations endommagées pendant la semaine à Dolomitoye, Zaïtsevo et Golmovski, donc dans la zone près de Gorlovka. Et on en a eu 2 endommagées de nouveau à Golmovski durant les dernières 24 heures. Donc quand je disais que on baisse les bombardements, mais on baisse pas forcément en termes de quantité de destruction et de victimes, qu'elles soient civiles ou militaires. Est-ce que ça viendrait du fait que l'armée ukrainienne utilise de plus en plus souvent des drones pour faire des corrections de tir, par exemple? Ils en utilisent beaucoup, mais je pense que c'est simplement qu'ils tirent un peu plus délibérément, entre autres sur les zones civiles. Ils s'étaient un petit peu calmés ces dernières semaines. Là, ils tiraient plus sur les positions. Voilà, ils ont repris les tirs sur les zones civiles. On a eu un espèce de calme un peu relatif au moment des élections dimanche dernier. C'était assez étrange. Je m'attendais au contraire plutôt à des provocations. Donc c'est un petit peu. Ils ont peut-être eu peur de toucher des observateurs internationaux. Je pense que ça aurait fait un gros scandale parce qu'on est allé observer entre autres sur des zones proches du front, comme dans le district de Petrovski. Donc je pense qu'ils ont peut-être dû avoir un petit peu peur côté armée ukrainienne. Ils ont beau mettre tout ce petit monde sur Mirodvorets. Il y avait quand même des gens importants. On avait entre autres Thierry Mariani. Je pense que s'il avait été blessé dans un bombardement de l'armée ukrainienne, ça aurait un peu chié dans la colle quand même. Oui, surtout, oui. La droite en France aurait certainement poussé une gueulante. Une grosse gueulante, ouais, c'est clair. En termes de drones, la milice populaire de l'RPD a fourni des informations sur la perte d'un drone de l'OSCE qui a eu lieu le 27 octobre. Donc de suite, ils avaient hurlé au fait que l'RPD et la Russie étaient responsables. Mais Bassourine, en fait, a fait d'abord un briefing spécial en cours de semaine pour divulguer que dans le cadre des efforts qui avaient été déployés par la RPD pour retrouver le drone de l'OSCE, en fait, ils avaient visualiser toutes les infos dont ils disposaient, dont des données radar. Donc il y a eu un radar de la milice populaire qui a détecté en fait donc un aéronef qu'on suppose avoir été ce fameux drone de l'OSCE qui aurait franchi la ligne de contact à 2000 mètres d'altitude à 2h15 donc en pleine nuit le 27 octobre. À 2h25, l'aéronef est sorti de la portée radar et a disparu dans le territoire sous contrôle ukrainien. Donc, contrairement à ce que l'Ukraine a pu raconter, on n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé. D'après ce que Bassourine a déclaré les 26 et 27 octobre, il y avait une équipe de guerre électronique radio de l'armée ukrainienne qui opérait justement dans la zone de Kurachovo, qui est la zone d'où le drone avait été lancé, et l'équipe se serait retirée vers 4h du matin, donc peu de temps après la disparition du drone. Tiens, comme c'est bizarre. Bassourine a aussi souligné que les unités de défense aérienne de la 28e brigade de l'armée ukrainienne ont été mises en état d'alerte dans la même zone, justement dans la nuit du 27 octobre.
Donc Bassourine a dit que la RPD pouvait affirmer que ce drone de l'OSCE se trouve sur le territoire ukrainien et que l'Ukraine le cache délibérément. Alors au début on pensait que c'était juste pour accuser la RPD d'être impliquée dans l'incident. Mais il semble qu'en fait, ce soit pas le seul but poursuivi, puisque dans le briefing donc hebdomadaire qui a été donné hier de nouveau par Bassourine, il a déclaré que le drone en fait serait évacué sous peu de la zone de conflit pour être ensuite étudié dans les locaux d'Antonov et utilisé comme modèle pour l'élaboration de drones made in Ukraine. Donc en gros, ils veulent faire un peu d'espionnage industriel pour copier les drones de l'OSCE. C'est parfait parce que ça veut dire une chose, c'est que quand l'OSCE va voir débarquer les drones ukrainiens qui vont dire tiens c'est bizarre, il ressemble beaucoup à celui qu'on avait qui a disparu. Si c'est pas une preuve que c'est l'armée ukrainienne qui l'a détruit, bon. Vu Voilà, les silences habituels de l'OSCE, je suis pas sûr que ça changera grand-chose à la donne. Et du côté toujours occupé par l'armée ukrainienne, la situation des civils ne s'améliore pas, puisque le 12 novembre à Rybinsk, près de Volnovacha, le SBU, aidé d'unités de police militaire, a débarqué dès 5 heures du matin chez des civils pour tout fouiller, interroger et arrêter des gens sous divers prétextes et accusations bidons, comme d'habitude. Au total, 34 personnes ont été arrêtées, dont 28 femmes. Donc c'est quand même un chiffre assez élevé. Et il s'avère que la plupart sont en fait des veuves de miliciens ayant été tués lors de la défense du Donbass en 2014. Pour 2 d'entre elles, leurs enfants ont été emmenés aussi, sûrement pour les faire chanter et les forcer à des aveux sur des charges et accusations bidons. Et on se doute bien que leurs maisons désormais vides, qui sont quand même assez près du front, risquent d'être occupées désormais par des soldats ukrainiens. Donc ça va être sympa. C'est une rafle, c'est une rafle, c'est le terme technique. Froidement, c'est les méthodes de la Gestapo, ça. Bon. Ouais. Non, mais à part ça, il n'y a pas de nazis en Ukraine et tout va bien. Et l'Ukraine a fait une révolution démocratique, blablabla, blablabla. Sur la commode. Pendant ce temps-là, en termes de démocratie, par contre, en RPD et en RPL, eh bien, le 11 novembre, comme j'en avais parlé, ont eu lieu donc les élections pour élire les chefs des 2 républiques et les députés. Donc, et de nouveau, je réinsiste, c'est pas des élections présidentielles. C'est pas des présidents, ce sont des chefs de la République, s'il vous plaît. Ça, j'ai vu ce terme de président et dans les médias occidentaux, mais aussi dans plusieurs médias alternatifs. S'il vous plaît, ce ne sont pas des présidents. Voilà. Les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions, aucune irrégularité importante du processus électoral n'a été enregistrée. Les bureaux de vote ont ouvert de 8h à 20h et n'ont pas désempli tout au long de la journée. Ça se reflète d'ailleurs dans le taux de participation qui a été très important. En RPD, on a eu 1,6 million de personnes qui se sont déplacées, soit 80,1% des personnes en âge de voter. Et en RPL, le taux de participation a été de 77%. Donc c'est des très bons chiffres qui montrent qu'il y avait quand même un enthousiasme de la part de la population. Alors, petite différence avec la France, je parle bien de personnes en âge de voter et pas de personnes inscrites, puisqu'en fait, on est en fait inscrit de manière automatique. Ici, il n'y a pas besoin de faire une démarche particulière pour pouvoir être sur les listes électorales du district dans lequel tu habites. Donc ça, c'est une différence par rapport à la France, et ce qui montre que ces chiffres en fait peuvent pas être comparés de manière directe avec les chiffres par exemple des dernières élections en France, puisqu'en France tu peux être en âge de voter et ne pas être inscrit sur les listes électorales et donc pas compter en fait pour le taux de participation. Ici c'est pas le cas. Donc ce qui veut dire qu'en fait si on fait une comparaison malgré tout, dans le Donbass, les gens ont vraiment voté en grande quantité. En masse, et même plus que ce qui était attendu par les autorités. Denis Pouchiline a donné une conférence de presse cette semaine et il a dit clairement qu'il ne s'attendait pas du tout à des chiffres aussi élevés. Il s'attendait à du 60-70% de taux de participation. Ce qui est pas mal, ça laisse rêveur, surtout pour la France par exemple. Ouais, et en fait, ils ont été surpris d'atteindre des 80% et 77% à Lougansk. Sur les zones proches du front, on atteint quasiment des 100% de participation. Ouais. C'est vraiment assez frappant. En tout cas, cet enthousiasme de la population se manifestait de manière très concrète, puisque devant chaque bureau de vote que j'ai pu visiter tout au long de la journée, du matin jusqu'au soir. J'ai fait 7 bureaux de vote au total.
devant chaque bureau de vote que j'ai pu visiter, donc il y avait des fêtes avec des chants, des danses traditionnelles, un espèce de petit marché où les gens pouvaient acheter de la nourriture, mais aussi du thé, du café, parce qu'il commence déjà à faire frais ici, hein, donc c'était quand même assez appréciable. Donc moi, des bureaux de vote que j'ai visités, ça a été dans plusieurs districts de Donetsk, mais aussi Starobesheva, donc qui est un peu plus au sud. Donc tout ça, c'était vraiment ambiance festive un petit peu partout du monde, vraiment partout, des files d'attente pour pouvoir aller déposer son bulletin dans l'urne. Alors ce qui est assez marrant, c'est que les médias occidentaux, ils y ont vu une chose négative. Voilà, pour eux, attirer les gens avec des chants, des danses, et puis donc à Lugansk, qui distribuait pour ceux qui avaient voté des recharges pour le téléphone. Ici en RPD, c'était des tickets pour une tombola, quoi. Bon, les médias occidentaux, ils trouvent que c'est pas bien. Voilà, ils préfèrent qu'on aille voter en traînant des pieds, en faisant une tête de mort-vivant. C'est vrai que c'est vachement mieux. Bon, moi j'en ai discuté avec les autres observateurs avec qui j'étais, puisque ce jour-là je suivais les élections non pas en tant que journaliste mais en tant qu'observatrice française, et en fait avec tous ceux avec qui j'en ai discuté, ils ont trouvé ça super. En fait, on trouvait ça quand même beaucoup mieux que ça se passe dans une ambiance festive que dans une ambiance d'enterrement, quoi. Tu vois, tous les autres avec qui j'en ai discuté, ils disaient en Europe on va voter comme on va à un enterrement, quoi. Donc voilà, on était quand même plusieurs à trouver qu'on pourrait même s'inspirer, tu vois, de ça en Europe pour essayer d'attirer un petit peu plus de gens pour aller voter, quoi. Ça peut-être pas une mauvaise chose. Ouais, mais c'est pas sûr que ça rencontre beaucoup de succès, parce que je pense que en Europe, compte tenu de la, comment je dirais, de la nocivité de la classe politique en général et de son incompétence crasse quand elle est au je pense qu'il y a une telle démotivation en Europe vis-à-vis des politiques que je pense que c'est clair que ça va être assez dur. Mais en tout cas, enfin, pour nous, tous les observateurs internationaux avec qui j'en ai discuté, il nous semblait quand même plus logique de célébrer l'expression de la voix du peuple et donc de la démocratie que d'aller voter avec des boulets aux pieds, quoi. Tu vois, dans une ambiance assez sinistre et un petit peu trop sérieuse. On trouvait pour nous que c'était plus logique. Bon, il semble que les médias occidentaux ne partagent pas notre logique. Rayon propagande, on peut noter aussi celle d'Ounian, qui a raconté qu'en gros il y avait des files d'attente au moment où ils sont allés observer dans tel bureau de vote, et que juste après le bureau c'était vidé, qu'il n'y avait plus personne, quoi. Bon, c'est pas vrai. Donc je l'ai dit, moi j'ai visité les bureaux de vote de 8h30 du matin à 18h le soir. Et tous les 7 bureaux de vote étaient tous pleins. Donc du matin jusqu'au soir, il y avait du monde. Donc à aucun moment moi j'ai vu des bureaux de vote vides. Qu'est-ce que les médias ukrainiens sont prêts à raconter pour essayer de délégitimer ils sont pas les seuls, ils sont pas les seuls, hein, ils sont pas les seuls, parce que les médias occidentaux sont pas en reste. Je vais en parler un petit peu après. En tout cas, nous, en tant qu'observateurs, on a pu interroger les gens qui venaient voter, le personnel des bureaux de vote. Et les gens qui venaient voter se disaient enthousiastes, disaient qu'ils comprenaient bien que c'était une élection importante pour la République. On a pu aussi inspecter les urnes, vérifier l'intégrité des scellés, entre autres sur les urnes, les listes de votants. Alors d'ailleurs, les urnes, les gens verront sur les photos, elles sont transparentes. Et ça, c'est un truc qui aussi a marqué, entre autres, les observateurs allemands. Qui étaient là, qui nous ont dit, mais en Allemagne, les urnes ne sont pas transparentes. Donc en fait, on peut pas vérifier, tu vois, qu'au départ elles sont vides au début de la journée. Tu vois, on est obligé de faire confiance à une personne qui est habilitée à regarder, mais en gros faut lui faire confiance à cette personne, tu vois. Et il disait quand même c'est vachement mieux d'avoir des urnes transparentes, parce que on peut vérifier que le matin à l'ouverture du bureau de vote, les urnes elles sont vides et c'est facile à vérifier. Oui, parce que ça c'est ce qu'on appelle le bourrage d'urne. Oui, voilà. Ça, on n'en a pas eu ici, pas du tout. Tout était absolument conforme aux standards de l'OSCE et transparent. La sécurité a bien sûr été renforcée pendant ces élections, puisqu'il y avait des craintes d'attentats ou de tentatives de saboter les élections de la part de Kiev. Et bien entendu, et c'est là-dessus que je vais rebondir sur la propagande made in presse occidentale, puisque bien entendu, et entre autres les médias français, n'ont pas pu s'empêcher de gloser sur les hommes armés qui surveillaient les bureaux de vote. Alors, ils les ont présentés comme étant à l'intérieur, ce qui n'est pas vrai. C'était des policiers qui étaient devant les bureaux de vote. Voilà. Alors, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'ils ont présenté ça comme un truc menaçant, tu vois, genre les gens ils vont voter avec le flingue sur la tempe. C'est super menaçant, parce que
Tu vois, ça a quand même vachement ralenti les gens ou les a empêchés de venir. Hein. Ils se sont déplacés à hauteur de 80%. Donc, voilà. hein, Et bon. puis, surtout, ce qui m'a fait rigoler, c'est que ces médias occidentaux ont opportunément oublié que les dernières élections présidentielles en France se sont déroulées exactement de la même façon, avec des policiers et des gendarmes devant les bureaux de vote. Vigipirate oblige. C'est-à-dire, ils ont un problème de mémoire. Hein. On l'a constaté à plusieurs reprises quand même. Hein. Et ce, alors que la France n'est pas en état de guerre, contrairement aux républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. Alors, est-ce qu'il faut conclure que la France est une dictature et les gens vont voter avec le fusil sur la tempe? Non, bien sûr, hein, c'est tout aussi débile d'en venir à cette conclusion, que ce soit dans le cas français ou dans le cas des républiques populaires. Hein. Mais ça montre bien quand même qu'ils ont un sacré biais cognitif, hein, les journalopes occidentaux. Oui, je les appelle des journalopes. Moi, je peux pas considérer ça comme des collègues, je suis désolé. Ouais. Parce que dès que ça touche le monde russe en général, ils sont pas foutus de faire une couverture objective des faits. C'est effrayant, hein. C'est vraiment, je veux dire, que vous aimiez pas l'existence de l'RPD et de l'RPL, c'est une chose, mais arrêtez de raconter des conneries, quoi. Oui, il y a des hommes en armes devant. Oui, je veux dire, à un moment, souvenez-vous qu'en France, c'est la même, état d'urgence oblige, et qu'ici, c'est la guerre. Je veux dire... De toute façon, il ne faut pas qu'ils se plaignent des conséquences, c'est-à-dire la désaffection du public de l'audience, oui, ça c'est clair. Oui, parce qu'à force de raconter voilà. des conneries comme ça, hein, c'est sûr que ça encourage pas les gens à continuer de lire leur torchon. Hein, voilà. Parce que bon, quand tu vois qu'ils présentent comme menaçant la même chose qui est considérée comme normale et rassurante en France, hein, parce que je pense pas que quand des policiers et des gendarmes sont en armes devant les bureaux de vote en France, on considère ça comme une menace. Ou alors ces journalistes ont vraiment un gros problème de biais cognitif, mais là c'est très grave. Hein, mais ça pour moi c'est quand même la plus belle preuve qu'ils font quand même de la propagande à échelle industrielle. Hein. Ils ont peut-être été d'ailleurs sélectionnés pour ça. Hein. Ça doit être, les vrais journalistes étant au chômage. Hein. Voilà. Hein. Le résultat final en tout cas a donné Denis Pouchiline vainqueur en République populaire de Donetsk avec 60,9% des voix et Léonid Passechnik en RPL avec 68,3% des voix. Donc, ils ont gagné dès le premier tour. Voilà, très loin devant les autres candidats. Bon, attention, on s'y attendait. Et sincèrement, c'était pas une surprise parce que c'est ceux qui avaient le plus de compétences et qui avaient eu l'occasion de montrer leur capacité. Denis Pouchiline depuis 4 ans, Passechnik depuis 1 an, hein, donc depuis qu'il a remplacé Plotnitsky. Donc, ce sont 2 dirigeants qui ont eu l'occasion de montrer leurs compétences en matière de politique. Intérieure comme extérieure, et donc la population a renouvelé leur confiance en eux de manière assez logique. Du point de vue des élections législatives, donc en RPD, c'est le mouvement République de Donetsk qui a obtenu une très large majorité avec 74 sièges et Donbass Libre 26. Donc il faut savoir qu'on a 100 sièges au sein du Parlement. Donc c'est assez facile de transcrire les pourcentages en nombre de sièges. Hein, donc, et vice-versa, oui. Et vice-versa. À Lugansk, c'est le mouvement Paix de Lugansk qui a remporté 74% des suffrages, enfin 74,12% très exactement, tandis que l'Union économique de Lugansk a remporté 25,16% des voix, donc là aussi une majorité écrasante pour le mouvement du chef de l'État qui vient d'être élu. Donc dans les 2 cas, les majorités sont renforcées, puisqu'avant en RPD, et 2 tiers, 1 tiers. On avait 2 tiers pour République de Donetsk et 1 tiers pour Donbass Libre. Là, maintenant, on est à 3 quarts, 1 quart. Donc, ça montre bien que la population a tenu à soutenir l'équipe, l'ancienne équipe dirigeante, puisque c'était aussi le mouvement de Zarachenko. Et donc, désormais, Pouchiline comme Passechnik ne sont plus chefs de l'État par intérim, mais bien chefs de l'État tout court. Donc ça change quand même beaucoup de choses. De plein droit. De plein droit. En tout cas, l'assistant du président russe Vladimir Poutine, donc Vladislav Surkov, a félicité les 2 vainqueurs. Il a aussi exprimé le souhait que les 2 chefs d'État nouvellement élus vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour améliorer le niveau de vie de la population et appliquer les obligations internationales des 2 républiques, donc entre autres les accords de Minsk. En tout cas, comme on a pu le voir le 11 novembre, 4 ans et demi après le référendum d'indépendance qui avait vu la naissance de la RPD et de la RPL, la population des 2 républiques a réaffirmé avec force son soutien aux autorités des 2 républiques et sa volonté de faire entendre sa voix. Donc ça montre bien que vos histoires d'occupants russes, etc., etc., etc.,
je vais être vulgaire. Vous pouvez la carrer là où je pense. Voilà. À force de temps, à force d'informations, d'éléments factuels, c'est des discours qui vont disparaître avec le temps. C'est des discours qui tiennent vraiment pas la route face aux faits. Voilà, les gens ont voté, dire 80% de votants, quasiment 61% pour le chef de l'État sortant. Bon, en RPD, encore plus, hein, 68,3 pour la RPL pour passer Tchnik. Bon, je pense que ça se passe de commentaires. Si réellement, déjà, comme je l'ai dit hein, l'autre fois, si on avait un régime d'occupation ici, il n'y aurait pas d'élection déjà. Oui, ça déjà, oui, c'est sûr. Voilà, faut arrêter un petit peu les conneries. Mais en plus, quand tu as 80% de votants, que tu vois clairement hein, sur les photos que moi j'ai prises ou que les collègues de Dan ont prises, que tu as du monde tout le temps, toute la journée, ça a été comme ça toute la journée. On a été au total sur les deux républiques plus de 90 observateurs de plus d'une vingtaine de pays qui avons donc surveillé tout le processus électoral. Faut arrêter les bêtises à un moment. Je veux dire, quand un gars comme Mariani te dit effectivement les élections sont déroulées de manière conforme, il n'y a pas eu d'irrégularité et on a vu une participation massive. Ouais. Bon, vous pouvez hurler à la main du Kremlin, etc. Mais enfin, à un moment, faut arrêter les bêtises. Faut regarder les photos, les vidéos. Vous voyez vraiment que les gens sont allés voter. Ces élections et en plus la réussite manifeste de ces élections était certainement craint par la France et l'Allemagne et les États-Unis. Voilà, hein. Voilà, oui. C'est pour ça qu'ils avaient appelé au boycott, c'est pour ça qu'ils les reconnaissent pas, c'est pour ça. Parce que ça met à l'eau tout leur discours, hein. Ça met gravement à l'eau. Alors, pas entièrement, parce que les gens se disent, bon, ok, il faudra du temps pour qu'on ait les preuves de ce qui s'est passé réellement, mais quand les preuves, parce que c'est inévitable, les preuves vont arriver aux oreilles et aux yeux de l'opinion publique internationale, le discours qui est entamé depuis des années contre le Donbass, contre la Russie, par ricochet, il va obligatoirement disparaître. Il va être totalement... Il se fissure déjà de plus en plus, puisque je vais rebondir là-dessus pour le point suivant, puisque justement on parle de la propagande officielle qui se casse un petit peu la gueule, puisque se réveillant avec 3 guerres de retard, l'Allemagne vient enfin de demander à Kiev de faire fermer le site Mirodvorets, donc je rappelle ce fameux site digne de la Gestapo, qui liste depuis plusieurs années les ennemis de l'Ukraine et divulgue leurs informations personnelles, les exposant ainsi aux violences et aux assassinats. Donc je rappelle, quasiment tous les journalistes qui vivent et travaillent en RPD et en RPL, dont moi-même, sommes listés dessus, quasiment tout le personnel de notre agence, bien sûr beaucoup de combattants, de membres du gouvernement ici ou du Parlement, tous ceux qui soutiennent de près ou de loin les RPD ou les RPL, donc entre autres les observateurs internationaux qui sont venus ont été rajoutés au site Mirodvorets. On avait parlé du fait que le métropolite Onufre et Seyerark avaient été mis dessus, Saakashvili s'était même retrouvé dessus. Enfin bon, vous voyez, c'est un joyeux bordel quand même, ce truc. Donc dès que quelqu'un dit quelque chose qui va pas dans le sens de la propagande officielle ukrainienne, tu te retrouves sur ce site et ils essayent de gratter un maximum d'informations personnelles, donc entre autres adresses, numéros de téléphone, etc. Et je rappelle que des gens comme Oles Bouzina ont été assassinés après que leurs données personnelles soient parues sur ce site. Donc il y a même eu d'ailleurs des contrats mis sur la tête de certaines personnes comme Graham Phillips par ce site même, par Mirodvorets. Donc quand je compare ça avec la Gestapo, j'exagère pas, quoi. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que jusqu'ici, tous les pays occidentaux se faisaient, Berlin en tête, se faisaient quand même remarquer par leur silence assourdissant là-dessus. Comme concernant les bombardements contre les zones civiles dans le Donbass, voilà. Je veux dire. Voilà. Donc là, c'était comme si ce site de délation néo-nazie n'existait pas pour Berlin. Je rappelle que ce truc, ce schmilblick est soutenu ouvertement par certains députés ultra-radicaux du Parlement ukrainien, comme ce cher Anton Gerashenko. Alors, on peut s'interroger, se demander pourquoi l'Allemagne vient de se réveiller des années après la création de ce Gestapo Online, là. Ouais. Parce que bon, quand Oles Bouzina s'est fait assassiner, personne n'a moufté à Berlin. Oui, non, mais... Quand Graham Phillips s'est retrouvé avec un contrat sur sa tête,
on n'a pas entendu l'Allemagne, ni aucun autre pays occidental, pas même la Grande-Bretagne d'où vient Graham, réagir plus que ça. Personne n'a demandé la fermeture du site. Hein, voilà. Donc c'est un petit peu surprenant. Hein. La première pseudo-réaction qu'on a eue, ça a été en 2016, quand il y a eu cette liste de journalistes qui avait été accrédités en RPD, en RPL, qui avait été publiée sur le site Mirodvorets après un piratage. Hein, donc, on avait tous été jetés en pâture aux ultranationalistes et néo-nazis ukrainiens. Alors au départ, ça n'avait pas suscité une réaction côté occidental, sauf que parmi les journalistes accrédités, parce qu'ils avaient récupéré une liste depuis le début du conflit, depuis en gros avril 2014. Et bien entendu, il y avait quand même un certain nombre de journalistes occidentaux, de médias mainstream dans le tas. Et bien entendu, les néo-nazis ukrainiens n'ont pas pu s'empêcher de commencer à menacer ces gens-là en les considérant comme des pro-russes, etc. Ce qui est débile, parce qu'il y avait tout un paquet de journalistes occidentaux au début du conflit qui venaient ici, et même encore maintenant, qui ne sont pas des pro-russes. Les néo-nazis n'ont jamais brillé par leur intelligence. Hein, donc, non, pas vraiment. Et donc en fait, c'est suite à des menaces contre un journaliste allemand, justement, que là, l'Occident s'était un petit peu réveillé de sa torpeur, et puis avait dit, oula, supprimez-moi ce truc, et donc la liste avait été enlevée. Mais le site Mirodvorets continuait d'exister. Bon, ça avait été très clair quand on avait vu ça, que tant que les néo-nazis ukrainiens menacent des journalistes ukrainiens, russes ou étrangers qui vivent dans le Donbass, ça, en gros pour l'Occident c'est pas grave, tout le monde s'en fout. Par contre, pas touche aux journalistes des grands médias occidentaux, là d'un seul coup ça les faisait réagir. Donc là, c'est vrai qu'on s'était demandé pourquoi Berlin, d'un seul coup, se réveille et va carrément jusqu'à demander la fermeture du site Mirodvorets, parce qu'on s'est dit, tiens, Berlin avait perdu sa langue, qu'elle avait donnée depuis fort longtemps au chat, donc on s'était dit, tiens, qui est-ce qui a été rajouté récemment dans le purgatoire? Et puis, on a découvert que c'était l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder. Oui. Qui s'est retrouvé ajouté à la liste des ennemis de l'Ukraine pour ses propos concernant la réintégration de la Crimée à la Fédération de Russie, qu'il a appelé à reconnaître, et la guerre du Donbass, qu'il a qualifiée de guerre civile, en disant clairement que l'armée ukrainienne faisait la guerre à sa propre population dans le Donbass. Ah oui. Voilà. Donc pour avoir simplement dit la vérité, l'ancien chancelier allemand s'est retrouvé cloué au pilori par les néo-nazis ukrainiens. Donc quand ce sont de simples journalistes hors système comme Patrick Lancaster, Graham Phillips ou moi-même qui nous retrouvons dans ce fameux purgatoire pour le même crime de vérité, Berlin s'en fout. Mais un ancien chancelier, là, la pilule ne passe plus. C'est là qu'on voit que, quand il s'agit de couvrir ses propres crimes, c'est-à-dire en fait son soutien à Kiev et le fait de fermer les yeux sur les crimes de guerre de l'armée ukrainienne, ou les propres crimes de Washington, l'Allemagne est prête à avaler beaucoup de couleuvres, mais là c'est le site un petit peu trop gros, c'est ça, coincé. Résultat, le ministère allemand des Affaires étrangères a condamné le site Mirodvorets et a exigé à Kiev que ce site soit fermé. Le côté extrêmement tardif de la réaction allemande, qui aurait dû survenir depuis bien longtemps, si Berlin n'appliquait pas le deux poids deux mesures, a été bien sûr souligné par Maria Zakharova, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, qui a déploré qu'il ait fallu autant de temps pour que l'Allemagne réagisse enfin à l'existence de ce site inacceptable. Elle a d'ailleurs aussi rappelé que la Russie a régulièrement soulevé la question de la fermeture de ce site qui est engagé dans des activités absolument illégales, puisque effectivement lister des gens, leur accoler des accusations fantaisistes sur le dos et les désigner comme cible pour tous les tarés des mouvements ultranationalistes ou néo-nazis ukrainiens, effectivement, c'est pas très... le régime de Vichy en a rêvé, l'Ukraine néo-nazie l'a réalisé, voilà, c'est tout. C'est comme pour les camps d'entraînement militaire néo-nazis pour enfants en Ukraine, là, que les médias occidentaux viennent de découvrir en fanfare. C'est la société de presse qui a fait un reportage. C'est hallucinant. Ouais. Alors, c'est très intéressant parce que du coup, tout ce que tu dis depuis des années, par morceaux, il y a des images. Ça commence à sortir, voilà. Mais c'est comme pour Mirodvorets, c'est pareil. L'Occident est complètement à la traîne, incapable d'appeler un chat. Tout ça pour ne pas devoir admettre que la Russie a raison lorsqu'elle dénonce ce qui se passe en Ukraine depuis le Maïdan. Plutôt mentir ou fermer les yeux que de devoir admettre que la Russie dit la vérité depuis le début sur les dérives néo-nazis de l'Ukraine. Et tant pis pour les conséquences, en tout cas jusqu'à ce que les dites conséquences commencent à frapper l'Occident.
Là, d'un seul coup, les yeux s'ouvrent et les langues se délient pour jouer les donneurs de leçons en matière des droits de l'homme en oubliant opportunément les silences complices qui étaient de rigueur jusque-là. Maria Zakharova a dit que la Russie avait appelé les pays occidentaux à faire pression sur le gouvernement de Kiev pour faire cesser ses activités illégales contre les médias depuis longtemps, mais que, comme le montre la réalité, les partenaires occidentaux, je mets entre guillemets, ferment les yeux sur la répression contre les médias dissidents et ne réagissent que lorsqu'ils deviennent eux-mêmes une cible. Elle a dit d'ailleurs que la Russie aimerait bien que les collègues occidentaux déploient des efforts permanents et cohérents, et non occasionnels, pour que le régime ukrainien respecte les normes du droit international et les obligations que l'Ukraine a contractées. Alors moi aussi, comme Maria Zakharova, j'aimerais bien voir les Occidentaux arrêter d'appliquer le double standard meurtrier dont la population du Donbass, le clergé de l'église orthodoxe ukrainienne, les opposants ukrainiens et les journalistes engagés à dire la vérité font les frais. Mais je me fais pas franchement d'illusions. Oui. Je pense qu'il va falloir attendre que l'Occident paye le prix fort pour son soutien à l'Ukraine, qu'ils aient de nouveau des attaques comme dans le métro à Rome, avec ce néo-nazi là qui avait frappé 2 personnes, dont une personne âgée, avant d'envisager de cesser de nourrir la bête qui va le mordre. Donc c'est bien, vous n'avez pas retenu les leçons du passé. Ce qui s'est passé avec le nazisme, ça vous a pas servi, vous recommencez les mêmes conneries. C'est pas grave. Ouais, et puis les médias occidentaux n'en sortiront encore une fois pas grandis. Pas grandis, ça c'est clair. En tout cas en Ukraine, alors que l'hiver a commencé et que les premières chutes de neige sont arrivées, les dettes de gaz accumulées ces dernières années ont provoqué des coupures de chauffage un petit peu partout dans le pays. Donc on revient sur le sujet que j'avais abordé il y a je crois 3 mois en arrière pendant l'été. Donc on avait parlé de ces 2 centrales électriques qui s'étaient retrouvées à l'arrêt, au risque de mettre Kiev dans le noir. Et que la situation avait été débloquée à la toute dernière minute parce que là ça devenait critique. Oui. Là ça s'arrange pas puisque d'après le député néo-nazi de la Rada, alors oui je dis député néo-nazi parce que c'est un député de Svoboda, donc Oui. Il n'y a pas de distinction à faire là, c'est voilà, tellement clair que... Je pense qu'on peut appeler un chat. Ce cher Igor Mossichuk qui a déclaré que 10 grandes villes d'Ukraine sont concernées par le manque de chauffage, dont Kherson, Kryvyi Rog, Severodonetsk et Smela. Résultat, les vacances scolaires ont dû être prolongées dans certaines régions, les écoles n'étant pas chauffées, mais enfin bon, ils se gèlent chez eux au lieu de se geler à l'école, c'est pas beaucoup mieux. La situation est telle qu'à Smela, les autorités seraient même prêtes à déclarer l'état d'urgence alors que 68 000 habitants sont laissés sans chauffage et que les températures descendent désormais en dessous de 0 la nuit. À Kherson, 13 écoles sont toujours sans chauffage et les élèves doivent encore rester chez eux cette semaine. La raison de cette énième catastrophe à l'ukrainienne, les dettes des opérateurs de chauffage locaux envers Naftogaz, la société nationale qui distribue le précieux combustible sans lequel les stations de chauffage ne peuvent tourner. Donc pour rappel, en Ukraine, comme en Russie, dans beaucoup d'ex-pays soviétiques, la plupart des gens ont un chauffage qui n'est même pas un chauffage central par immeuble, c'est un chauffage central par quartier. C'est-à-dire, on a par quartier des centrales de chauffage qui fonctionnent la plupart du temps soit au gaz, soit au charbon, et qui chauffent l'eau pour tout le quartier. Et qui fournissent souvent, d'ailleurs, pas seulement l'eau chaude pour le chauffage, mais aussi l'eau chaude pour se laver, faire la vaisselle, etc. Et donc, on se retrouve avec le même sketch qu'avec les 2 centrales électriques qui avaient menacé de fermer pendant l'été, c'est-à-dire que y a des dettes monstrueuses qui se sont accumulées, et donc l'opérateur ne paye pas Naftogaz, et Naftogaz coupe le robinet. Voilà. Et Naftogaz achète le gaz où Alors aux pays européens, parce qu'en fait c'est du gaz russe, mais par rétro... Donc ça veut dire que Naftogaz accumule les dettes auprès des pays européens qui... Ouais. Oui. Ça va être beau, Voilà. Donc, à Smela, par exemple, la dette de l'opérateur local Energo Invest envers Naftogaz est de 200 millions de grivnia, soit 6,354 millions d'euros. Tout va bien. À Kryvyi Rog, la situation est encore pire, puisque l'ardoise de Kryvyi-Rojstal de 370 millions de grivnia, soit 11,756 millions d'euros, laisse 300 000 habitants, 78 écoles, 75 jardins pour enfants et 22 hôpitaux sans chauffage. Ça va être sympa dans les hôpitaux, surtout. Ouais, les hôpitaux, et puis même chez les gens, je veux dire, il y a des jeunes couples qui ont des enfants en bas âge. Ouais. C'est... Ouais.
Chez toi, tu peux encore plus ou moins compenser avec du chauffage électrique, mais enfin, chauffer comme ça un hôpital, ça va être un peu plus compliqué quand même. Ah, c'est clair, oui. Ah, oui. Un peu plus grand, hein, ça va tirer sur les centrales, ça va être sympa. La situation est tellement désastreuse que les gens ont manifesté leur mécontentement, hein, entre autres à Kryvyi Rog, hein, devant le bâtiment de l'opérateur local, allant jusqu'à cramer des pneus. En tout cas, ça a fait suffisamment peur aux autorités pour débloquer temporairement la situation. Hein. Donc, Naftogaz a réouvert le robinet de gaz, permettant à l'opérateur de lancer enfin ses stations de chauffage. Mais c'est comme pour cet été avec ces 2 centrales électriques, c'est une solution temporaire. Hein. En gros, ils réagissent à l'urgence parce qu'ils ont peur devant les manifestations des gens. Mais s'il n'y a pas de solution de fond qui est trouvée, le problème va se poser de nouveau dans 1 mois ou 2. Et ces problèmes ne vont pas se résoudre par miracle, hein, puisque comme je l'avais dit, hein, ces problèmes de dette viennent de quoi? Du fait que les 2/3 des Ukrainiens n'arrivent plus à payer leurs factures à cause des hausses continues des tarifs de gaz, d'électricité et de l'eau imposés par le FMI et la politique désastreuse des autorités de Kiev.